Nicolas Sarkozy n'est pas tombé parce que quelqu'un l'a découvert. Il est tombé parce que pendant 20 ans, personne n'a voulu le regarder en face. 5 procès, 3 condamnations. La plus récente, 5 ans de prison ferme pour avoir conclu un pacte avec un dictateur qui a financé son accession au pouvoir. Un accord scellé en secret à Tripoli en 2005, 2 ans avant que la France ne l'élise président. J'ai passé des semaines à éplucher des dossiers judiciaires, des dépositions de témoins, des documents déclassifiés et les enquêtes des journalistes qui, pendant 15 ans, ont été les seuls à oser raconter cette histoire. Ce qui est en jeu n'est pas la chute d'un homme politique, c'est la question que personne en France ne veut vraiment répondre. Comment un homme a-t-il pu construire toute une carrière sur de l'argent sale et en pleine lumière? Et comment le système l'a-t-il protégé pendant 2 décennies? Parce que Sarkozy n'opérait pas dans l'ombre, il opérait en plein jour. Et c'est exactement ce qui rend cette histoire différente de toutes les autres. Neuilly-sur-Seine, l'une des communes les plus riches de France, à l'ouest de Paris. Des rues propres, des appartements de 300 mètres carrés, des voitures de luxe garées devant des immeubles haussmanniens. C'est dans cette ville que Nicolas Sarkozy a grandi. Non pas comme l'héritier d'une grande fortune, mais comme le fils du divorce, le garçon qui portait un nom aristocratique sans l'argent qui aurait dû l'accompagner. Son père, Pál Sarközy, de Nagyboxa, était un noble hongrois qui avait fui le communisme dans les années 40. Sa mère, André Mala, était issue d'une famille juive séfarade d'origine grecque. Quand Nicolas avait 4 ans, son père quitta le foyer. Il ne serait plus jamais une présence régulière dans sa vie. C'est sa mère, qui avait réussi à devenir avocate en partant de rien, et son grand-père maternel, Bénédicte, gaulliste convaincu, qui l'élèverait. Et ce grand-père lui transmit une chose par-dessus tout. La politique n'est pas une vocation, c'est un outil. Cette leçon, il l'apprit bien. À 19 ans, il était déjà militant du parti gaulliste. À 22 ans, en 1977, il fut élu conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine, le plus jeune de la commune. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était jamais suffisant. Parce qu'à Neuilly, il y avait un homme qui le précédait, Charles Pasqua, sénateur, baron du RPR, 2 fois ministre de l'Intérieur. Un homme qui avait construit pendant des décennies un réseau de pouvoir dans les Hauts-de-Seine, le département 92, que les spécialistes de la lutte anticorruption décriraient des années plus tard comme le laboratoire le plus sophistiqué de corruption politique de France depuis les années 70. Des marchés publics orientés, des financements opaques, des faveurs croisées, tout fonctionnant comme un système parfaitement huilé. Pasqua aspirait lui aussi à la mairie de Neuilly, et en 1983, quand le maire Achille Peretti mourut d'une crise cardiaque, les 2 hommes s'affrontèrent. Sarkozy, 28 ans, emporta le poste. Il souffla la mairie à son propre mentor. Ce fut le premier grand acte politique de sa vie. Et ce fut une trahison. Mais ce qui importe n'est pas la trahison en elle-même. Ce qui importe, c'est ce qu'elle révélait sur son mode de fonctionnement. Sarkozy n'avait pas de loyauté, il avait des objectifs. Et entre ces 2 notions, il n'y eut jamais de confusion possible. Depuis la mairie de Neuilly, il construisit son premier grand réseau. Des entrepreneurs locaux, des avocats d'affaires, des financeurs privés. En 1987, il fonda son propre cabinet d'avocats, spécialisé dans le droit des affaires, Leibovitzy Claude Sarkozy, qui lui donna un accès direct aux milieux économiques dont il aurait besoin plus tard. Ce n'était pas un politique qui demandait de l'argent,
C'était un avocat politique qui savait exactement ce qu'il avait à offrir en échange. En mai 1993 arriva son premier grand moment de visibilité nationale. Un homme armé d'explosifs prit des otages dans une école maternelle de Neuilly. 21 enfants. Sarkozy, et qui n'était ministre du Budget que depuis 6 semaines dans le gouvernement Balladur, négocia personnellement pendant 46 heures. Tous les enfants sortirent sains et saufs. La France découvrit son nom. Mais ce que la France ne vit pas, c'est ce qui se passait en parallèle. Ce même Balladur, pour lequel Sarkozy construisait son image publique, était le même homme dont la campagne présidentielle de 1995 aurait été financée, selon les juges, par des commissions illégales sur des ventes d'armes au Pakistan et en Arabie saoudite. Des commissions qui transitaient par des sociétés écrans au Luxembourg et aux Bahamas. Et le ministère qui les avait autorisées était le ministère du Budget, le ministère de Sarkozy. Mais nous y reviendrons dans un instant. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Quand en 1995 Sarkozy trahit aussi Chirac, son deuxième mentor dans une carrière fondée sur 2 trahisons, et soutint Balladur pour la présidentielle, ce n'est pas par conviction idéologique qu'il le fit. C'est parce que Balladur allait gagner. Du moins, c'est ce que disaient les sondages. Chirac gagna, et Sarkozy passa plusieurs années dans le dessert politique. Cette période en marge du pouvoir fut paradoxalement la plus révélatrice, parce qu'au lieu de reconstruire son image ou ses principes, Sarkozy se consacra à quelque chose de beaucoup plus concret. Renforcer son réseau, consolider ses contacts et attendre. Un homme qui pendant 20 ans avait appris que dans la politique française, l'argent et le pouvoir s'échangent en privé, que les faveurs se remboursent tard, mais se remboursent toujours, et que les seuls qui tombent sont ceux qui n'ont pas assez de monde pour les couvrir. Quand en 2000, de Jacques Chirac le nomma ministre de l'Intérieur, Sarkozy ne revint pas au pouvoir comme un homme régénéré. Il revint comme un homme qui avait passé 7 ans à perfectionner exactement ce qu'il avait toujours été. Et ce qu'il avait toujours été allait lui coûter très cher, même si cela prendrait encore 20 ans à se voir. Il y a une question que les journalistes qui ont suivi Sarkozy pendant des décennies se posaient en privé, mais formulaient rarement en public. D'où venait l'argent ? Les campagnes présidentielles en France coûtent cher. Celle de 2007 coûta officiellement 20 millions d'euros. Mais l'histoire que nous allons raconter suggère que le chiffre réel était très différent. Était que la différence ne venait pas de dons déclarés, ni de militants enthousiastes vendant des t-shirts lors de meetings. Pour comprendre comment fut construit le système financier de Sarkozy, il faut remonter à 1994. Il a 39 ans. Il est ministre du Budget dans le gouvernement Balladur. Et cette année-là, la France signe 2 des plus grands contrats de vente d'armes de son histoire récente. Des sous-marins de technologie française pour le Pakistan, des frégates pour l'Arabie saoudite, des milliards de francs, des contrats parfaitement légaux. Mais dans les marges de ces contrats légaux, on construisit quelque chose qui ne l'était pas. Un groupe d'intermédiaires, baptisé en interne le réseau K, K pour King, en allusion au roi saoudien, s'inséra dans les négociations, alors que tout était déjà réglé, et ils n'apportèrent rien d'utile. Ils ne négocièrent rien, mais ils touchèrent des commissions que les juges qualifieraient des années plus tard d'indues et exorbitantes. Le total, plus de 300 millions d'euros. De l'argent qui circula à travers des sociétés écrans au Luxembourg, en Irlande, aux Bahamas et aux îles Caïmans.
Le nom d'une de ces sociétés est important, Haynes A, basée au Luxembourg, créée, selon les juges d'instruction, avec l'aval direct du ministère du Budget, le ministère de Sarkozy. En décembre 1993, Nicolas Bazire, à la fois directeur de cabinet de Balladur à Matignon et directeur de sa future campagne présidentielle, présenta un homme nommé Ziad Takieddine à Thierry Gaubert. Takieddine était un homme d'affaires franco-libanais, avec des contacts dans les régimes du Golfe et en Libye. Et Gaubert était le collaborateur direct de Sarkozy à la mairie de Neuilly, puis au ministère du Budget. Cette rencontre ne fut pas fortuite. Ce fut le nœud où se rejoignirent la politique, les armes et l'argent noir. Des années plus tard, l'ex-femme de Gaubert déclara devant la justice que son mari allait régulièrement retirer des espèces en Suisse, toujours accompagné de Takieddine. L'argent revenait en France dans des mallettes. Sa destination, la campagne de Balladur. Le 26 avril 1995, 5 jours avant le premier tour de la présidentielle, 10 250 000 francs furent versés en espèces sur le compte de campagne de Balladur. Quand les juges demandèrent d'où venait cet argent, Balladur répondit que c'était la recette de la vente de gadgets et de t-shirts dans les meetings. Les juges ne le crurent pas, et Balladur perdit les élections. Chirac gagna. Et la première chose que fit Chirac en arrivant au pouvoir fut de couper le robinet. En 1996, il ordonna la fin des commissions au réseau K. 6 ans plus tard, le 8 mai 2002, une voiture piégée explosa devant un bus dans le port de Karachi, au Pakistan. 15 personnes moururent, 11 d'entre elles étaient des ingénieurs français qui travaillaient à la construction des sous-marins. Les juges français, qui enquêtèrent sur l'affaire, trouvèrent une hypothèse qu'ils qualifièrent de cruellement logique. L'attentat comme représailles pour avoir coupé les commissions en 1995. Des représailles avec les mauvaises cibles. Cela ne fut jamais prouvé, mais cela ne fut jamais écarté non plus. Sarkozy qualifia cette hypothèse de fable grotesque. Mais dans ce même dossier, et son nom apparaissait à plusieurs reprises, en lien avec les mécanismes de rétrocommission. Son collaborateur direct fut condamné à 4 ans, le directeur de campagne de son mentor à 5, et la société luxembourgeoise qui avait canalisé une partie de l'argent était née avec son accord. Mais l'affaire Karachi n'était que la première couche. La deuxième arriva avec une vieille dame de 87 ans, un carnet de comptabilité et un majordome muni d'un enregistreur. Liliane Bettencourt était l'héritière de L'Oréal, la femme la plus riche de France. Elle cachait 100 millions d'euros sur des comptes non déclarés, en Suisse et à Singapour. Et depuis ces années comme maire de Neuilly, Sarkozy la connaissait. Neuilly était sa ville, et les Bettencourt vivaient à Neuilly. En 2009 et 2010, et le majordome de Liliane Bettencourt enregistra secrètement les conversations de son employeuse avec son gestionnaire de fortune, Patrice Demestre. Ce qu'on entendait dans ces enregistrements n'était pas seulement de l'évasion fiscale. C'était aussi la description d'un système de donations politiques en espèces. Mediapart publia les enregistrements en juin 2010. Le scandale fut immédiat. L'ancienne comptable des Bettencourt, Claire Thibout, déclara devant la justice que Patrice Demestre lui avait demandé, début 2007, de retirer 150 000 € en espèces des comptes de Liliane Bettencourt. Cet argent aurait été remis à Éric Woerth, trésorier de la campagne présidentielle de Sarkozy. Le même Woerth qui était simultanément ministre du Budget
chargé de la lutte contre l'évasion fiscale, et le même Voert, dont la femme travaillait pour la société gérant la fortune Bettencourt. Le juge d'instruction, Jean-Michel Gentil, déclara avoir acquis la certitude que Sarkozy avait bénéficié d'argent en espèces du couple Bettencourt en 2007. Sarkozy répondit « Les Bettencourt ne m'ont jamais donné un sou et je ne leur ai jamais rien demandé. » C'était la même phrase qu'il répéterait à chaque procès, face à chaque accusation, pendant 15 ans. Mais quelque chose ne cadrait pas avec cette phrase. Si personne ne savait rien, si personne n'avait rien fait, pourquoi en 2014, quand les juges qui enquêtaient sur l'affaire libyenne mirent ses téléphones sur écoute, découvrirent-ils que Sarkozy et son avocat Thierry Herzog communiquaient en secret via une ligne enregistrée au nom de Paul Bismuth? Pourquoi un homme innocent a-t-il besoin d'un téléphone d'urgence avec un faux nom? Cette réponse arrive dans les pages suivantes, et elle est pire qu'il n'y paraît. Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy remporta les élections présidentielles avec 53,1% des voix. Ce soir-là, il célébra sa victoire au restaurant Fouquet's sur les Champs-Élysées, entouré d'hommes d'affaires, de propriétaires de médias et de financeurs privés. La liste des invités était si révélatrice que les journalistes la baptisèrent immédiatement le mur de l'argent. Martin Bouygues, propriétaire de TF1 et témoin de mariage de Sarkozy, était là. Arnaud Lagardère, que Sarkozy appelait publiquement « mon frère », aussi. Le lendemain, Sarkozy partait en vacances sur le yacht de Vincent Bolloré, le magnate des médias qui contrôlerait des années plus tard CNews, Europe 1 et le JDD. Et 3 hommes, 3 empires médiatiques, tous présents à la fête de la victoire. Ce que la France ne savait pas ce soir-là, c'est que les dossiers existaient déjà, que les indices s'accumulaient depuis des années, que plusieurs des hommes qui trinquaient au Fouquet's apparaîtraient des années plus tard dans des dépositions judiciaires, dans des relevés de comptes offshore, dans des témoignages sur des mallettes d'espèces. Mais cela prendrait du temps, parce que depuis l'Élysée, le pouvoir ne protège pas seulement, il agit. La première ligne de défense fut le procureur de Nanterre, Philippe Courrouille. Quand le scandale Bettencourt éclata en 2010, ce fut son bureau qui prit en charge l'enquête préliminaire. Courrouille était connu dans les milieux judiciaires comme un homme proche du pouvoir. Les juges d'instruction documentèrent qu'il maintenait des réunions privées régulières avec Sarkozy pendant que son bureau traitait un dossier impliquant directement le président. Des réunions qui ne figuraient dans aucun registre officiel. La deuxième ligne de défense fut Bernard Squarcini, directeur du DCRI, le contre-espionnage français. Le Canard enchaîné révéla que Squarcini recevait des instructions de l'Élysée pour surveiller les journalistes qui enquêtaient sur le président. Les personnes visées n'étaient pas des journalistes mineurs. C'étaient les rédacteurs de Mediapart, du Monde et du Point qui suivaient depuis des mois la piste de l'argent Bettencourt. 3 d'entre eux subirent le vol de leurs ordinateurs. Il n'y eut aucune arrestation. Ce n'était pas un État de droit qui fonctionnait. C'était un État utilisant ses outils de sécurité contre ses propres citoyens pour protéger son président. Mais l'image publique de ces années racontait une histoire différente. Sarkozy était le président hyperactif, le réformateur, l'homme qui allait rompre avec les vieux vices de la politique française. En décembre 2007, 6 mois après son arrivée à l'Élysée, il invita Mouammar Kadhafi à Paris. Le dictateur libyen installa sa tente bédouine dans les jardins de l'hôtel Marigny, en plein cœur de la capitale française.
5 jours de visites d'État, des contrats signés pour des milliards d'euros. Un projet de centrale nucléaire pour la Libye qui ne se concrétisa finalement pas. Des photos sur les Champs-Élysées. C'était la démonstration publique d'une relation privilégiée entre deux chefs d'État. Ce que personne ne mentionna dans les communiqués officiels, c'est que, selon les documents qui apparaîtraient des années plus tard, Kadhafi aurait accepté de financer la campagne de Sarkozy 2 ans avant cette visite, que l'accord aurait été préparé en 2005 et validé en 2006, que la visite de 2007 pouvait s'interpréter non comme le début d'une relation diplomatique, mais comme le paiement d'une dette politique. Et la dette avait un prix. Sarkozy ne se contenta pas de recevoir Kadhafi avec les honneurs. Son gouvernement travailla activement pour tenter de faire lever le mandat d'arrêt international contre Abdallah Senussi, beau-frère de Kadhafi et chef des services de renseignement libyens, condamné en France pour sa participation à l'attentat du DC-10 d'UTA en 1989, dans lequel périrent 170 personnes. Les 3 avocats français participèrent à des démarches pour défendre Senussi, dont Thierry Herzog, l'avocat personnel et ami intime de Sarkozy. Un pouvoir écrit du beau-frère de Kadhafi, mandatant Herzog, fut retrouvé lors d'une perquisition au domicile de Ziad Taqiyeddine. L'homme qui se présentait comme le garant de la justice française utilisait son avocat personnel pour protéger un homme condamné pour terrorisme, en échange d'un argent qui officiellement n'existait pas. Mais en 2011, le monde changea. Les printemps arabes atteignirent la Libye. Les protestations devinrent une guerre civile. Et Sarkozy prit une décision qui surprit le monde entier. La France mènerait l'intervention militaire de l'OTAN pour renverser Kadhafi. Il fut le premier dirigeant occidental à pousser pour l'opération, le plus enthousiaste, le plus pressé. Mais certains y virent un acte de courage démocratique. D'autres se posèrent une question différente. Quelle meilleure façon de faire taire quelqu'un qui en sait trop que de s'assurer qu'il ne survive pas à la guerre? Kadhafi fut capturé et exécuté en octobre 2011. Il mourut sans jamais témoigner devant aucun tribunal. Cette même année, son fils, Saïf al-Islam, accorda une interview et prononça une phrase qui resta gravée. Que Sarkozy rende l'argent au peuple libyen. Il n'apporta pas de preuves documentaires à ce moment-là, mais le dossier était déjà entre les mains des juges français. Et ce que les juges allaient trouver dans les années suivantes n'était pas une accusation politique. C'était une piste financière. Octobre 2005, Sarkozy a 50 ans et il est ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. Et il se rend à Tripoli en visite officielle. C'est l'une de ces visites que les diplomates appellent de courtoisie, mais qui portent en réalité un autre nom, des affaires. À un moment de ce voyage, selon le témoignage de Ziad Taqiyeddine, qui était présent, Sarkozy se retrouva seul avec Mouammar Kadhafi. Et lors de cette réunion à huis clos, le ministre de l'Intérieur de France demanda au dictateur libyen de l'argent pour sa future campagne présidentielle. Il restait encore 2 ans avant les élections. Taqiyeddine n'était pas un témoin ordinaire. Il était l'homme qui avait introduit les collaborateurs de Sarkozy en Libye dès cette même année. Un marchand d'armes franco-libanais, avec un accès direct au régime de Kadhafi, au service de renseignement français et aux cercles les plus proches du futur président. Il était l'intermédiaire parfait pour un accord qui ne pouvait laisser aucune trace officielle. Mais les traces existèrent. Le 10 décembre 2006, Moussa Koussa, alors chef des services de renseignement extérieur de Libye, signa un document.
Il détaillait la décision du régime de Kadhafi d'engager 50 millions d'euros pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Le document mentionnait les rôles de Béchir Saleh, directeur de cabinet de Kadhafi, de Brice Hortefeux, alors ministre délégué aux collectivités locales, et de Ziad Takieddine comme intermédiaire. Mediapart publia ce document en 2012. La justice l'authentifia en 2016. 50 millions d'euros. Le budget officiel de la campagne Sarkozy était de 20 millions. Le financement libyen convenu représentait 2,5 fois l'intégralité de la campagne déclarée. Mais l'argent ne voyageait pas par virement bancaire traçable. Il voyageait en espèces, dans des mallettes, à travers une chaîne d'intermédiaires conçue spécifiquement pour que chaque maillon ne connaisse que le maillon suivant. Le premier maillon était le trésor public libyen et la compagnie pétrolière d'État. Entre janvier et novembre 2006, ils transférèrent près de 6 millions d'euros sur le compte libanais d'une société contrôlée par Takieddine, appelée Rothschild. Depuis ce compte, l'argent fut retiré en espèces dans une banque suisse et distribué vers la France. Le deuxième maillon était Thierry Gaubert, le collaborateur historique de Sarkozy depuis les années de Neuilly. Il reçut 440 000 euros de Takieddine en 2006. Les juges retracèrent cet argent jusqu'à le relier à des paiements en espèces à des employés de la campagne de 2007, selon de multiples déclarations faites devant la justice. Le troisième maillon était Alexandre Djouri, un intermédiaire franco-algérien avec un passé délictueux reconverti en homme d'affaires, connecté à Béchir Saleh, l'homme de Kadhafi, et à Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'Intérieur de Sarkozy. Djouri gérait l'autre circuit de l'argent libyen. Et le quatrième maillon était Claude Guéant. En 2008, un an après les élections, Guéant reçut 500 000 euros sur son compte bancaire. L'argent venait d'un avocat malaisien qui, 2 jours plus tôt, avait reçu cette même somme d'un homme d'affaires saoudien proche de Djouri. Et Guéant expliqua qu'il s'agissait du paiement pour la vente de tableaux de peinture flamande. Les enquêteurs examinèrent la transaction. L'estimation des tableaux était, selon les experts, très au-dessus du prix du marché. Entre mars et juillet 2007, juste pendant la campagne présidentielle, Claude Guéant loua à l'agence BNP Opéra de Paris un coffre-fort de grande dimension. Il s'y rendit à plusieurs reprises. Quand les juges lui demandèrent ce qu'il y gardait, il répondit « Des discours de Sarkozy, un coffre-fort de grande dimension, pour garder des papiers. » En novembre 2016, Ziad Takieddine accorda une interview à Mediapart. Il déclara avoir remis personnellement, entre fin 2006 et début 2007, 3 mallettes préparées par le régime libyen. Elles contenaient 5 millions d'euros en espèces. Il les remit à Nicolas Sarkozy et à Claude Guéant, au ministère de l'Intérieur et au domicile du ministre. C'était l'accusation la plus directe qu'un témoin ait jamais formulée contre un ancien président de France. Mais 4 ans plus tard, en novembre 2020, Takieddine apparut dans les médias français pour se rétracter. Il dit que Sarkozy était innocent. Il dit qu'il avait menti. Il le dit depuis le Liban, où il se trouvait en fuite depuis sa condamnation dans l'affaire Karachi. La justice ouvrit immédiatement une enquête pour subornation de témoins. Dans le collimateur de cette enquête, Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni et Mimi Marchand, la toute-puissante responsable de communication de célébrités de la presse, People française. Les 3 auraient participé, selon les juges.
est à une opération coordonnée pour que Taqiyédine se rétracte publiquement. Taqiyédine mourut en septembre 2025 au Liban, à 75 ans, sans avoir été extradé, sans avoir témoigné au procès principal. Mais le procès ne dépendait pas de lui. Il dépendait des documents, des mouvements bancaires, des déclarations croisées de dizaines de témoins et des propres erreurs des accusés. Le parquet national financier construisit pendant 10 ans un dossier de 425 pages dans lequel les procureurs qualifiaient la relation entre Sarkozy et Kadhafi de pacte de corruption et Sarkozy de véritable décisionnaire et commanditaire. Pour les magistrats, tout était interconnecté. La visite à Tripoli en 2005, le document de 2006, les mallettes d'espèces, la visite d'État de Kadhafi à Paris en 2007 avec ses contrats milliardaires, les tentatives de faire lever le mandat d'arrêt contre le beau-frère du dictateur, l'intervention militaire de 2011 qui mit fin à la vie de Kadhafi au moment précis où le dossier judiciaire commençait à prendre forme, et ensuite l'exfiltration des témoins clés. Béchir Saleh, l'homme qui avait géré les fonds libyens, fut extrait de Tunisie en 2011 dans le jet privé d'Alexandre Djouri, avec la collaboration de l'ambassadeur français à Tunis, Boris Boyon, nommé par Sarkozy. Il fut emmené au Niger, puis dans plusieurs pays africains. Il finit en Afrique du Sud, où il fut blessé par balle dans un attentat que personne n'enquêta avec trop de rigueur. Quand les juges français se déplacèrent en Afrique du Sud pour l'interroger, il exerça son droit au silence. Choukri Ghanem, ministre libyen du pétrole, et tenait des carnets où il notait les paiements effectués à Sarkozy pour un total atteignant 6,5 millions d'euros. Le 29 avril 2012, il fut retrouvé noyé dans le Danube, à Vienne. La police autrichienne conclut arrêt cardiaque suivi d'une chute dans l'eau. Sa mort fut classée accidentelle. Beaucoup ne le crurent pas, mais personne n'ouvrit d'enquête alternative. Le 6 janvier 2025, Nicolas Sarkozy entra au tribunal correctionnel de Paris pour son 5e procès en 5 ans. Il avait 69 ans. Il portait déjà un bracelet électronique à la cheville pour sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Carla Bruni était dans la salle. Pendant 3 mois, les procureurs présentèrent leur dossier. Sarkozy déclara à de multiples reprises que les accusations étaient grotesques, que Taqiyédine était un grand manipulateur, et qu'il n'avait jamais conclu le moindre pacte avec personne. Le 25 septembre 2025, le tribunal rendit son verdict. Nicolas Sarkozy, coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de corruption. Condamné à 5 ans de prison ferme. Claude Guéant, coupable. Brice Hortefeux, coupable. Éric Woerth, le trésorier de la campagne, relaxé. C'était la condamnation la plus grave jamais prononcée contre un ancien président de la République française. Et elle arriva 20 ans après la réunion à Tripoli, où, selon les juges, tout avait commencé. Mais la question que ce verdict ne répondait pas était la plus inconfortable de toutes. Comment était-il possible que cela ait pris autant de temps? Le 1er mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris prononça une condamnation sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Nicolas Sarkozy, ancien président de France, était déclaré coupable de corruption et de trafic d'influence. 3 ans de prison, dont un ferme. Les journaux la qualifièrent d'historique. Et techniquement, elle l'était. Mais il y avait quelque chose que les titres ne disaient pas, que les faits pour lesquels il était condamné s'étaient produits en 2014.
que l'enquête avait commencé en 2013, qu'il avait fallu 8 ans pour parvenir à un premier jugement, et que ce jugement ne serait définitif qu'en décembre 2024, quand la Cour de cassation confirma la condamnation. 10 ans pour juger un pacte de corruption enregistré sur un téléphone. Et c'était le cas le plus simple, pour comprendre pourquoi la justice mit si longtemps. Car il faut comprendre d'abord combien de couches de protection entouraient Sarkozy. Ce n'était pas seulement l'immunité présidentielle qui le blinda entre 2007 et 2012. C'était quelque chose de plus profond et de plus durable. C'était un système. Premier niveau, le contrôle de l'information. Depuis l'Élysée, Sarkozy avait cultivé des relations avec les propriétaires des principaux groupes médiatiques français, qui allaient bien au-delà de la courtoisie institutionnelle. Ils étaient amis. Ils étaient témoins de mariage. Ils siégeaient ensemble dans des conseils d'administration. Quand les scandales éclataient, ces médias ne les ignoraient pas. Ils faisaient quelque chose de plus efficace. Ils relativisaient, contextualisaient, équilibraient chaque accusation avec la voix de Sarkozy qui la niait. Le résultat, c'est que le téléspectateur ordinaire voyait un homme politique, accusé qui se défendait avec énergie. Pas un système de corruption construit pendant 30 ans. Après sa condamnation dans l'affaire libyenne en septembre 2025, ses alliés médiatiques lancèrent une campagne coordonnée dénonçant la tyrannie des juges et les magistrats rouges. La présidente du tribunal, qui l'avait condamné, reçut des menaces de mort. Le journaliste Fabrice Arfi, de Mediapart, qui avait passé 15 ans à enquêter sur l'affaire, aussi. Deuxième niveau, la manipulation des témoins et des procédures. Nous avons déjà vu ce qui arriva avec Taqi Eddine. Mais ce ne fut pas le seul cas. Béchir Saleh, l'homme de Kadhafi qui gérait les fonds, fut exfiltré de France vers le Niger en 2012 avec l'aide du chef du contre-espionnage français, Squarcini, nommé par Sarkozy. Un homme clé pour l'instruction judiciaire, disparu de la portée des juges avant qu'ils aient pu l'interroger. Moussa Koussa, le signataire du document libyen de 2006, fut entendu par les juges au Qatar en 2014. Il répondit que le contenu du document était exact, mais que la signature n'était pas la sienne. Il mourut avant le procès. Choukri Ghanem, le ministre libyen au carnet de paiement, mourut noyé dans le Danube en 2012, avant le procès. Ziad Taqi Eddine, le témoin principal, mourut au Liban en septembre 2025, sans extradition, sans témoigner au procès. Tous les témoins qui meurent dans des circonstances pratiques ne sont pas victimes de complots. Mais quand dans un seul dossier judiciaire, 4 témoins clés disparaissent avant de pouvoir témoigner devant un tribunal, la coïncidence commence à peser. Et le troisième niveau, l'attaque systématique des institutions. Sarkozy ne se défendit pas seulement, il attaqua. Chaque fois qu'une enquête progressait, ses avocats déposaient des recours en nullité, des questions prioritaires de constitutionnalité, des contestations de procédure. Le processus de l'affaire des écoutes généra 20 arguments de défense distincts devant la Cour de cassation. Chaque recours suspendait l'exécution de la peine. Chaque appel achetait du temps. Et pendant que le temps passait, Sarkozy continuait à accorder des interviews à la télévision, continuait à être invité dans des débats, continuait à être traité dans une grande partie des médias français, comme un homme d'État en retraite plutôt que comme un homme avec 4 procédures judiciaires ouvertes simultanément. Mais il y a une 4e raison pour laquelle la justice mit si longtemps. Et c'est la plus inconfortable. La classe politique française, dans son ensemble, ne voulait pas que ce processus aille trop loin trop vite,
non pas parce que tous étaient complices de Sarkozy, mais parce que le miroir que tenait son dossier reflétait trop de monde. L'affaire Bettencourt n'impliquait pas seulement des politiques de droite. Les enregistrements mentionnaient des visites à la villa Bettencourt de Michel Sapin, des Bérégovoy, d'Hubert Védrine, des Chirac. Le système de financement opaque des campagnes françaises était bipartite, et ouvrir complètement ce dossier signifiait en ouvrir d'autres. Chirac avait été condamné en 2011 pour des emplois fictifs à la mairie de Paris, avec 2 ans, avec sursis. Il ne passa jamais une nuit en prison. Juppé était son Premier ministre, condamné pour prise illégale d'intérêts. Fillon, son dernier Premier ministre, condamné pour détournement de fonds publics. Pasqua, son mentor, condamné pour financement illégal. Balkany, son allié, condamné pour fraude fiscale et blanchiment. Sarkozy n'était pas une exception dans le système politique français. Il en était l'expression la plus sophistiquée et la plus ambitieuse. Et c'est ce qui explique pourquoi, quand Mediapart publia ses premières révélations sur l'affaire libyenne en 2011, l'AFP réduisit au minimum sa couverture et la classe politique garda le silence. Pourquoi, lors du procès, le plus grave de la Ve République, avec un ancien président et 3 anciens ministres sur le banc des prévenus, et seulement une dizaine de journalistes de presse, écrites, couvrir l'intégralité des 38 audiences. Aucune chaîne de télévision ne fut présente du début à la fin. Fabrice Arfi, le journaliste de Mediapart qui avait passé 15 ans à construire le dossier, résuma la situation après la condamnation en une seule phrase. Il y a une faillite culturelle française de ne pas vouloir prendre au sérieux les grandes affaires de corruption, comme si elles ne racontaient pas quelque chose d'extrêmement profond sur une tragédie qui corrode l'esprit même de la République. Mais quelque chose fonctionnait, et cela mérite d'être dit. 2 juges d'instruction travaillèrent pendant 10 ans sur l'affaire libyenne, sans céder aux pressions. Le parquet national financier construisit un dossier de 425 pages, avec une rigueur suffisante pour soutenir une condamnation historique. 3 instances judiciaires distinctes confirmèrent la culpabilité de Sarkozy dans l'affaire des écoutes avant que la sentence ne soit définitive. Le système fut lent, mais il fonctionna. Ce qui reste à répondre, c'est la question qui parcourt ce chapitre depuis le début. Pourquoi cela prit-il autant de temps? Pourquoi personne n'agit-il plus tôt? La réponse n'est pas dans les tribunaux. Elle est ailleurs. Elle est dans ce que tout le monde savait et que personne ne voulut voir. Il y a une phrase que les historiens utilisent pour décrire certains moments de l'histoire politique. Ils l'appellent le secret public. Ce n'est pas une information cachée, et c'est une information qui existe, qui circule, qui est disponible pour quiconque veut la trouver, mais que le système dans son ensemble décide de ne pas voir. Le cas Sarkozy fut un secret public pendant 20 ans. Ce n'est pas une hyperbole, c'est une chronologie. En 1995, les premiers indices de financement illégal dans la campagne Balladur existaient déjà. Sarkozy en était le porte-parole et son ministre du Budget. En 2002, un attentat à Karachi tua 11 Français et ouvrit une enquête qui mènerait directement aux commissions illégales de 1994. En 2010, le scandale Bettencourt éclata dans tous les médias nationaux. En 2011, le fils de Kadhafi demanda publiquement que Sarkozy rende l'argent libyen. En 2012, Mediapart publia le document avec l'accord des 50 millions. Chacun de ces moments
fut une occasion pour le système politique français de se poser la bonne question, et à chacun de ces moments, le système choisit de ne pas se la poser. Pourquoi? La première réponse est la plus visible: les médias. Sarkozy avait construit pendant des décennies une relation avec les propriétaires des grands groupes médiatiques français qui allait bien au-delà de la courtoisie institutionnelle. Ils étaient amis, ils étaient témoins de mariage, ils étaient associés dans des conseils d'administration. Quand les scandales arrivaient, ces médias ne les ignoraient pas. Ils faisaient quelque chose de plus sophistiqué. Ils relativisaient, contextualisaient, équilibraient chaque accusation avec la voix de Sarkozy qui la niait. Le résultat, c'est que le téléspectateur ordinaire voyait un homme politique accusé qui se défendait avec énergie. Pas un système de corruption construit pendant 30 ans, mais les médias n'en étaient pas les seuls responsables. La deuxième réponse est la plus inconfortable: la classe politique. Les partis d'opposition avaient accès aux mêmes informations que les juges. Les signaux étaient là. Et pourtant, la pression politique pour enquêter sérieusement ne fut jamais soutenue ni transversale. Parce qu'ouvrir complètement ce dossier signifiait en ouvrir d'autres. Parce que le système de financement opaque des campagnes françaises n'était pas l'apanage exclusif de la droite. Parce que dans la villa Bettencourt n'entraient pas seulement les amis de Sarkozy. La culture politique française avait un nom pour cela. On l'appelait la République des copains. Un système où les faveurs circulent, où les enquêtes se freinent, où les dossiers s'ouvrent et se ferment selon des convenances qui n'ont pas toujours à voir avec la loi. Sarkozy n'inventa pas ce système, il en hérita, il le perfectionna, et il l'utilisa avec une ambition et une échelle que ses prédécesseurs n'avaient jamais atteintes. Chirac avait été condamné, Pasqua avait été condamné, Balkany avait été condamné, Fillon avait été condamné, Juppé avait été condamné, les mentors, les alliés, les collaborateurs, toute une génération de politiques du même écosystème, tous avec des dossiers judiciaires, tous condamnés à un moment ou à un autre. Et pourtant, pendant des années, le récit dominant en France ne fut pas « il y a un problème systémique de corruption dans la classe politique », et ce fut « il y a un problème de juges qui poursuivent des politiques ». Cette inversion de la réalité ne se produisit pas par accident. Elle fut construite délibérément, répétée à la télévision, amplifiée par des alliés médiatiques, adoptée par une partie significative de l'électorat qui préférait voir en Sarkozy un martyr plutôt qu'un corrompu. Mais il y eut des gens qui regardèrent. Fabrice Arfi et Karl Lasque de Mediapart commencèrent à publier sur l'affaire libyenne en 2011. Pendant près de 15 ans, ils ne s'arrêtèrent pas. Ils subirent des vols d'ordinateurs. Ils reçurent des menaces. Ils furent eux-mêmes enquêtés pour avoir publié les enregistrements Bettencourt. Arfi reçut des menaces de mort après la condamnation de 2025. Ils étaient une dizaine de journalistes de presse, écrites dans un pays de 68 millions d'habitants. Et face à un système qui les ignorait, les attaquait et continuait à fonctionner. Et pourtant, ils racontèrent. La question qui reste n'est pas de savoir si la justice fonctionna. Elle fut lente, mais elle fonctionna. La question qui reste est plus profonde et plus difficile à répondre. Que se passe-t-il dans une société quand la corruption de ses dirigeants est documentée, connue, enquêtée, et que pendant 20 ans, le système dans son ensemble choisit de ne pas agir? Que perdons dans cet intervalle? Que reste-t-il de la confiance démocratique quand le verdict arrive 2 décennies après les faits? La presse internationale eut des réponses rapides à cette question,
quand la condamnation de 2025 arriva. Le Washington Post parla de « décision historique ». Le New York Times qualifia la peine de le coup le plus dur porté à l'héritage de Sarkozy. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung compara le cas à ceux de Berlusconi, d'Alejandro Toledo et de Jacob Zuma. Le quotidien espagnol El Mundo fut plus direct. Il rappela que Sarkozy partageait le déshonneur de la perte de la Légion d'honneur avec le collaborationniste Philippe Pétain. En France, la réaction fut plus divisée. Parce qu'en France, le cas Sarkozy n'était pas seulement l'histoire d'un homme. C'était l'histoire d'un système qui, pendant des décennies, avait décidé de se regarder dans le miroir et de voir ce qu'il voulait voir. Et ce qu'il voyait n'était pas de la corruption, c'était de la politique. Cette différence, cette capacité collective à appeler politique ce que les juges appelaient corruption, était peut-être le fait le plus révélateur de toute cette histoire. Pas ce que Sarkozy fit, mais ce que la France choisit de ne pas voir pendant qu'il le faisait. Il y a des moments dans l'histoire des démocraties où le système est mis à l'épreuve, non pas quand le scandale arrive, mais quand le scandale est déjà là, visible, documenté, et que la question est de savoir ce qu'on en fait. La France mit 20 ans à répondre. La réponse arriva. Mais le prix de cette attente, mesuré en confiance démocratique érodée, en institutions affaiblies, en citoyens qui apprirent que le pouvoir protège le pouvoir, ce prix n'apparaît dans aucune sentence. Et c'est ce qui fait que cette histoire ne se termine pas avec un verdict. La France a une longue histoire de vérité, que le système décide d'enterrer pendant des décennies. Des vérités qui dérangent et qui compromettent, qui mettent en cause trop de gens importants pour voir le jour au moment où elles se produisent. La nuit du 30 et 1 août 1997, Diana mourut dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. La version officielle fut close en quelques semaines, mais il y a des questions auxquelles la France ne répondit jamais complètement. Des documents qui mirent des années à apparaître, des témoignages qui n'arrivèrent jamais devant les tribunaux. Pendant 25 ans, quelque chose resta tu. Ce que nous avons trouvé en enquêtant change la façon de lire cette nuit-là.